Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pour cette troisième vidéo sur YouTube, vous nous avez posé des questions sur Instagram. On en a sélectionné quelques-unes, 6 en l'occurrence, et on va y répondre tranquillement là tous les trois sur YouTube. Du coup, la première c'est: est-ce que ça sert de bosser la rési pure pour des grimpeurs de 6C, 7A? Et si oui, comment? Alors déjà, premier truc, je sais pas tout à fait ce que ça veut dire rési pure, mais je vais redéfinir vite fait la rési. Il n'y a pas de définition officielle, mais en gros, c'est arriver à maintenir la plus haute intensité possible pour des efforts allant de 30 secondes à 3 minutes, on va dire, même si forcément ça varie en fonction des définitions. Et du coup, la réponse à est-ce qu'il faut bosser de la rési? Ouais, en fait, c'est un truc qui a un facteur de perf très important, et du coup, ça peut être utile pour quasiment tout le monde de la bosser. C'est juste qu'il faut voir en fait de quoi tu as besoin, et de quoi les grimpeurs en général ont besoin. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans de la rési à outrance pour essayer de masquer des problèmes techniques ou des problèmes mentaux, par exemple. Au bout d'un moment, tu ne pourras pas compenser tes problèmes, par exemple si tu as peur de la chute, ou que tu as un mauvais rythme, ou que tu n'es pas relâché. Ça ne va pas se compenser avec de la rési à l'infini, quoi. Il faudra vraiment travailler sur ces problèmes-là. Mais du coup, c'est intéressant. Et après, des modalités pour des niveaux intermédiaires comme ça, 6C, 7A, je pense que le mieux, c'est de travailler ça en grimpe, que ce soit dans des essais de voie max, dans du fractionné de bloc, voire dans de la doublette, là on tourne plus vers de la rési longue, voire de la conti. Et en fait, comme ça, si tu le fais en grimpe, tu vas pouvoir à la fois développer tes qualités physiologiques, donc la rési, et aussi toujours être en grimpe, donc tu vas développer tes qualités techniques, mentales, tactiques, tout ce qui va avec les efforts de rési. Et après, pour les niveaux plus avancés, ou même s'il y a vraiment un besoin d'isoler la rési, on peut par exemple faire de la rési à la poutre ou de la rési au guliche, qui permettra de vraiment baisser les curseurs techniques et mentaux et tactiques, et du coup d'aller pousser la physiologie à fond. Mais moi je dirais que c'est quand même plus à réserver à de l'élite, enfin expert, élite avancée, quoi. Ouais. Il y a quand même beaucoup de travail à faire avant d'en arriver là. Ouais, c'est ça. En général. Ouais. Puis en plus, la rési à la poutre, ça dépend pour les personnes, mais c'est pas l'exercice le plus rigolo souvent. Ouais, c'est un peu chiant. On peut vite sursolliciter les doigts. Ouais. Donc à faire réserver à des grimpeurs assez avancés qui ont de l'expérience et des années de grimpe. Carrément. Alors, question suivante. Faut-il pratiquer un sport cardio pour progresser en voie? Antoine, t'en penses quoi? Alors déjà, pratiquer un sport cardio, ça peut être très intéressant pour ta condition physique générale. Donc déjà, c'est pour l'amélioration de la santé, hein, c'est très important d'avoir une bonne condition physique générale. Après, c'est assez agréable d'arriver au pied des falaises sans être explosé par la marche d'approche, je pense notamment à Céus. Donc faire un peu de course à pied assez régulière pour ce genre de falaise. Pour se maintenir, c'est très intéressant. Par contre, pour progresser, à part dans des voies assez longues et physiques ou des grandes voies, en fait, on n'est jamais limité au niveau cardio-respiratoire. On a toujours assez d'oxygène fourni par le sang pour pouvoir produire de l'énergie. Ce qui va être limitant, c'est l'utilisation locale dans les avant-bras, dans les muscles fléchisseurs. Ouais, la plupart du temps, la dopante, elle est vraiment limitée dans les avant-bras. C'est rare de tomber en étant vraiment essoufflé et à fréquence cardiaque max. Et donc là, il faudra qu'on s'entraîne plutôt en endurance, en situation spécifique, donc en grimpant, pour entraîner ces fléchisseurs. Alors pour résumer, si tu te sens limité au niveau cardio-respiratoire, là, ça va être très intéressant de faire un peu de travail cardio. Donc d'aller courir, de la natation, du vélo sur des sorties longues à basse intensité. Par contre, ça peut impacter au niveau de la fatigue pour tes séances d'entraînement en escalade. Donc c'est un peu comme tout, il va falloir que tu t'entraînes avec des charges progressives. Donc il ne faut pas se mettre à faire 3 séances, de passer de 0 séance de course à pied à 3 séances de course à pied en se disant je vais progresser en grimpe. Ça va mal se passer. Il va falloir y aller plus progressif. Parfait. Du coup, la question suivante, c'était douleur post-blessure, avant, pendant, après, qu'est-ce qui est tolérable? Le premier point, c'est que ça va dépendre des blessures, et le mieux, ça reste quand même de voir avec un professionnel de santé, que ce soit un kiné ou un médecin, qui pourra vraiment donner des conseils adaptés en fonction de la blessure. Après, du coup, pour tout ce qui est douleur aiguë, je vais catégoriser un peu en 2 parties. Il y a les lésions musculaires en 1. Pour les lésions musculaires, la douleur, c'est un assez bon indicateur, la douleur pendant. Avant, on disait qu'il ne fallait pas avoir de douleur pendant les exercices, mais au final, maintenant, il y a des études qui ont testé ça. Et entre un groupe qui s'entraîne sans douleur et un groupe qui s'entraîne avec un peu de douleur, à peu près un 3/10,
et ben, le groupe qui s'entraîne légèrement dans la douleur, il va retrouver des niveaux de force similaires à avant plus rapidement. Donc ça peut être intéressant d'aller légèrement dans la douleur, mais raisonnablement. Après, pour les lésions tendineuses, type tendinopathie, les trucs classiques, c'est surtout la douleur après et la douleur le lendemain qui va être un bon indicateur. L'idée, c'est que l'exercice qu'on fait, il ne faut pas qu'il fasse augmenter la douleur après, par exemple le soir après la séance, ni le lendemain. Si on en a trop fait et qu'on a des raideurs ou des douleurs le lendemain, et ben c'est qu'on en a trop fait et que du coup, pour les prochaines séances, il faut adapter et réduire un peu. Parce qu'il ne faut pas se laisser avoir, ce type de douleurs, elles disparaissent souvent à l'échauffement. Et du coup, si tu te sens bien, c'est pas forcément que ça va bien. Ouais, carrément. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et après, le dernier type, c'est les douleurs chroniques. Pour ça, pareil, il faut mieux aller voir avec un médecin et un kiné pour la prise en charge qui va être vraiment individualisée, parce qu'il y a des cas dans lesquels on va pouvoir aller un peu plus dans la douleur pour essayer de désensibiliser, des cas où on ne fera pas ça. C'est vraiment au cas par cas et c'est médical. Et après, un dernier point, c'est de mesurer le progrès. En fait, quand on se blesse, il y a deux choses. Il y a d'un côté la fonction, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, par exemple des niveaux de force, des niveaux d'endurance, ou marcher, ou des mouvements. Et d'un autre côté, il y a la douleur. Et du coup, parfois, on peut progresser sur un aspect, par exemple la fonction. Avant, je n'arrivais pas à faire une traction, maintenant j'y arrive, mais ma douleur, elle est toujours similaire. Et à l'inverse, on peut ne pas progresser sur la fonction. On avait arrivé déjà à faire une traction, on n'arrive toujours que à faire une traction, mais la douleur en faisant une traction, elle a baissé. Donc ça, c'est une amélioration aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, la question suivante, c'est quels exos à recommander pour permettre aux doigts d'être en bonne santé hors force? Maëlle, elle est pour toi celle-là. Allez, j'y vais. Donc, un exercice qui peut être pas mal, c'est de faire des suspensions longues parce que tu vas avoir un effet de stress-relaxation. Ça va permettre de solliciter toutes les fibres de tes tendons. En plus, ce qui peut être intéressant, c'est de renforcer les muscles intrinsèques de la main, donc les interosseux et les lombricaux. Après, à l'entraînement, c'est bien de varier les pressions que tu utilises pour ne pas sursolliciter certaines structures des doigts. Mais après, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la prise en charge générale. Donc, il va plutôt falloir que tu fasses attention à ta charge d'entraînement, qu'elle soit progressive. C'est pas en ayant des exercices en plus que tu vas renforcer tes doigts, c'est plus en faisant attention à la charge globale. Et après, pour ça, c'est aussi bien de faire attention à ta récupération, ton hygiène de vie, ta nutrition, ton sommeil. Ça va te permettre de mieux récupérer de tes entraînements et donc de pouvoir tolérer une charge un peu plus élevée. Carrément. Et après, un autre point dans la question, c'est écrit hors force. Mais en fait, la force, ça reste quand même un très bon moyen de prévenir les blessures. De 1, c'est très bien étudié dans la littérature, c'est vraiment le truc le plus prouvé pour réduire les blessures. Et en fait, si on veut avoir une petite explication avec la grimpe, c'est assez facile à comprendre. Quand on arrive sur une prise, si à chaque arrivée sur la prise, on n'a pas le niveau de force suffisant, qu'on a les doigts qui s'ouvrent, qu'on prend l'excentrique et qu'on finit en tri-tendu, ça va être hyper stressant pour les poulies si on fait ça tout le temps. Alors que si on a le niveau de force, et en particulier de force de contact, pour arriver sur la prise, avoir les doigts qui bougent peu, ça va être vachement moins stressant pour les poulies. Du coup, la force, c'est pour la performance, mais aussi pour la prévention des blessures. Alors, question suivante. Comment améliorer son rapport poids-puissance, se sentir moins lourd sur les prises, quoi? Antoine, elle est pour toi celle-là? Ouais. Alors, ce qu'on appelle le rapport poids-puissance en escalade, c'est déjà le ratio de la force sur le poids de corps. Ouais. Donc, c'est un facteur de perf pour la plupart des sports qui sont portés par notre poids de corps, comme l'escalade. Et en fait, au plus on a de force et au plus on est léger, au plus notre ratio va monter et on sera normalement performant. Donc première solution, et souvent on pense à ça, c'est pour optimiser ce ratio force sur poids de corps, c'est jouer sur perdre un peu de poids. Ouais. Donc ça marche par un léger déficit calorique et c'est pas forcément durable et très sain pour les grimpeurs et grimpeuses. On a souvent, à la suite de ça, on peut tomber dans des troubles du comportement alimentaire et certaines maladies. Je pense que ça peut se faire dans certaines conditions où il faut être encadré par un spécialiste, quelqu'un dont c'est le métier, et pas faire ça tout seul dans son coin comme ça sans s'y connaître. Voilà. Et sinon, la meilleure méthode pour nous, ça on va prendre parti là-dessus, c'est pour faire monter ce ratio, ça va être de gagner en force et de gagner en puissance. Et ça, en fait, on a plein de méthodes qui permettent des gains et des gains qui vont être de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos sur les prises au long terme, donc qui sont quand même vachement plus intéressants que de perdre 1 kg, 2 kg.
Et ça va être beaucoup plus durable et sain pour la carrière de nos grimpeurs. C'est beaucoup plus facile à tenir sur le long terme. Une fois que tu as perdu du poids, si tu peux pas maintenir ton poids très bas très longtemps, c'est plus pour des moments ponctuels. Ouais. Et on va noter aussi que par l'entraînement en force, on peut gagner un peu en masse musculaire. Donc ça va être de l'ordre de... c'est assez compliqué, hein, prendre 1 ou 2 kilos de masse musculaire sur l'ensemble du corps. Mais alors ça va te faire gagner tellement de force qu'il ne faut pas en avoir peur. Hein. Surtout que si on cible plutôt l'hypertrophie des avant-bras, c'est des tout petits muscles, donc tu vas pas pouvoir prendre vraiment beaucoup, quoi. J'ai une petite anecdote d'un copain très bon grimpeur, Nico Pellorson, si vous le connaissez. Il me disait mais imaginez, vous collez 2 steaks de 500 grammes devant vos avant-bras. La masse, Oui. l'espace que ça prend, mais la force que vous allez développer. Donc voilà, 1 kilo, ça prend quand même de l'espace et n'ayez pas peur de les prendre. Vous allez prendre en force. Oui. Il y a une hyper bonne corrélation entre hypertrophie et niveau de force quand même. Et après, pour revenir un coup sur le poids, c'est vrai qu'on voit, c'est quelque chose qui est de plus en plus dénoncé, les troubles du comportement alimentaire, le syndrome Le RED-S. Ouais, le RED-S. Et en fait, perdre du poids, effectivement, ça peut marcher. Il ne faut pas être trop lourd pour la grimpe, on ne va pas se le cacher. Mais les athlètes qui jouent trop sur ça, des fois, juste on les voit disparaître du circuit parce que en fait, c'est pas une solution long terme. Et après, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent derrière. Il y a une interview de Schoffel qui est assez intéressante sur ça, où il parle d'athlètes qui meurent de ça et d'athlètes qui arrêtent leur carrière de compétition à cause de ça. Et c'est vraiment une balance coût, bénéfice-risque. Ouais, bénéfice-risque à prendre en compte et qui ne penche pas forcément en faveur du bénéfice. Après, là, c'est dans des cas extrêmes, forcément, on peut perdre un peu de poids pour la performance, mais c'est quand même quelque chose à bien maîtriser et c'est mieux de se faire accompagner. Ok, et dernière question. Un programme pour commencer la poutre ou le guliche, et à partir de quand commencer à les utiliser? Maëlle, et pour toi la dernière. Allez, la dernière. Du coup, pour moi, il n'y a pas un programme universel pour commencer. Ça va vraiment dépendre de ton cas, de tes objectifs, de où tu en es physiquement, quels sont tes points forts, tes points faibles. Du coup, c'est vraiment adapté au cas par cas. Ensuite, à partir de quand les utiliser, pour moi, il faut commencer, tu peux commencer dès le début en fait. Juste, il va falloir que tu commences à une très basse intensité. Donc sur une poutre, tu n'es pas obligé de te suspendre à poids de corps. En fait, au tout début, pour commencer, c'est bien de faire des suspensions les pieds au sol, plutôt longues, pour pouvoir adapter tes tissus en fait, et que tu sois prêt ensuite, au fur et à mesure, à augmenter la charge que tu mets sur tes doigts. Du coup, la logique, c'est vraiment de se préparer sur le long terme. Là, c'est bien d'essayer un peu toutes les préhensions à faible charge, d'augmenter progressivement pour qu'une fois que tu es dans la grimpe, les préhensions, tu sois déjà habitué et que tu aies moins de risque de blessure. Par exemple, ça peut être intéressant de faire des arqués très tôt, juste vraiment pas à poids de corps, mais les pieds au sol avec une faible charge. Ouais, et à petite dose aussi, hein. On ne parle pas de faire des grandes séances d'1 heure sur la poutre. Par exemple, en fin d'échauffement, aller apprendre un peu à arquer, à tenir des bidois ou quoi. C'est de l'ordre de 2-3 suspensions. Ouais, quelques suspensions. Ouais, 2-3 suspensions délestées, ça va très bien. Hein. Si on commence, faut vraiment pas en faire trop, ça c'est un piège, mais c'est quand même intéressant. Après, le guliche, c'est un exercice qui est quand même réservé à des niveaux plus avancés parce que tu vas forcément être à poids de corps. Puis en plus, comme tu fais des mouvements dynamiques, tu vas arriver vite sur les prises, donc il va falloir être fort en force de contact. C'est plus traumatisant pour les doigts, comme tu prends légèrement des excentriques. Donc c'est plus pour un public plus avancé, qui a déjà un niveau suffisant sur la poutre, donc plus que poids de corps en suspension. Ouais, pour moi la poutre c'est un prérequis à pouvoir passer sur du guliche derrière. Même si on peut quand même faire du guliche pied au sol ou quoi, mais on est vachement limité dans les exos, autant aller faire ça à la poutre, ça sera vachement plus contrôlé. En fait, faire du guliche pied au sol, c'est comme faire la poutre pied au sol quasiment, quoi. C'est la même chose. Le guliche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ça no foot. Et donc c'est moins pour une visée performance dans le sens où il y a beaucoup d'autres curseurs sur lesquels on va jouer et qui vont être bien plus rentables à l'entraînement. C'est travailler sa technique, avoir des bonnes dispositions mentales, gérer sa peur de la chute, aller dans la combativité et jouer sur les facteurs aussi tactiques. Ouais. Et ouais, la grimpe c'est quand même très physique pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Dès le début, grimper ça va mettre une sollicitation suffisante pour développer les qualités physiques. Donc on va pas aller rajouter à la poutre en plus d'autres trucs pour développer les qualités physiques. Sinon on est carrément à risque de sursolliciter et se blesser. Il faut plus voir ça comme un apprentissage des préhensions et un aspect prévention des blessures sur varier les préhensions, charger des tissus un peu différents et tout. Faire du bidois progressivement, plein de trucs à faire.
Bon, voilà, je crois qu'on a fini toutes les questions. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre pas mal de choses. Si tu as des questions, des remarques, comme d'hab, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on sera un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé et que tu veux être au courant de nos autres actus, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, Instagram, aller voir sur Telegram aussi, on fait plein de trucs cool sur Telegram. Et voilà, à la prochaine.